« 6 décembre 1491. Anne de Bretagne épouse le roi de France. Les chants qui entourent les festivités cachent mal l'amertume des Bretons. Difficile également de masquer la froideur des cérémonies. Mariage hâtif, absence de faste, empressement du milieu royal à faire consommer l'union pour la rendre irréversible. Bref, c'est pas la grande joie à Langeais. Ce mariage, qui intervient au terme de 5 années d'une guerre violente, épilogue de plus d'1 siècle de conflits, marque en effet la fin de l'ambitieuse aventure de la dynastie des Montfort, dont Anne est la dernière descendante directe. Aujourd'hui, l'Hexagone ne serait pas sans ce cap tirant dans l'Atlantique. Pourtant, la fierté régionale de ses habitants, encore très vivace aujourd'hui, puise ses racines dans une histoire qui est restée bien longtemps autonome de la main de Paris. Pendant des décennies, voire des siècles, la Bretagne joue de la rivalité entre l'Angleterre et le Royaume de France. Mais quand les premiers sont éloignés du continent par la fin de la guerre de Cent Ans, le second voit son appétit se réveiller. Le lys regarde alors avec envie l'hermine. Vous voulez approfondir votre découverte de l'histoire de France après cette vidéo? Les éditions Phoenix qui soutiennent aujourd'hui la chaîne peuvent vous intéresser. Avec leur catalogue d'anciens livres d'histoire édités dans un format royal, ils ont sûrement le cadeau de Noël parfait pour vous. La Gaule indépendante et la Gaule romaine peut vous mener sur les traces de l'Armorique. Ou alors, l'histoire de la Révolution vous aidera à comprendre comment cette période fut un tournant majeur pour les régions comme la Bretagne. Vous pouvez également aller explorer l'ensemble de la collection, de l'Antiquité à l'époque contemporaine. En plus, en choisissant un ouvrage, vous ferez une bonne action. Tous les livres sont fabriqués en France et une partie des bénéfices est réservée auprès des associations du secteur et soutiennent l'économie locale. Pour les fêtes, tous leurs ouvrages passent à 35 €. Ne manquez pas non plus les éditions collector, illustrées, à la page de garde, personnalisées et à la fière allure dans une bibliothèque, pour seulement 60 €. Même la livraison mondiale relais est offerte à 1 centime sur toutes les commandes. Faites découvrir vos personnages ou périodes préférées à vos proches et bénéficiez de l'offre de Noël en vous rendant sur leur site, lien dans la description. Quant à nous, retournons à notre Bretagne qui fait face à son destin. Nous pourrions remonter très loin dans l'histoire de la péninsule, de la région d'Armorique romaine, devenant petit à petit la 6e nation celte, Britannia, avec la migration des populations venues d'outre-Manche, fuyant les désordres régnant sur l'actuelle Grande-Bretagne. Les institutions, les traditions et la langue se détachent alors du reste du continent sous la forte influence de ces nouveaux arrivants. Nominoé, souverain de Bretagne de 845 à 851, est à l'origine de la première naissance d'une Bretagne unifiée et indépendante. S'ensuit une période faste de grands rois, d'Érispoé au célèbre Salomon qui ne résiste malheureusement pas aux querelles internes et aux invasions nordiques. Nous allons surtout débuter notre histoire en 936, quand Alain Barbetorte, héros des guerres contre les incursions des Scandinaves, se coiffe de la couronne ducale. À partir de là, en effet, la région est liée au royaume de France, mais ses successeurs garderont les mains libres, en dépit de l'allégeance due théoriquement au roi de France. Au XIIIe et au début du XIVe siècle, la Bretagne a bien subi un temps l'influence du royaume de France, qui a installé à sa tête une dynastie ducale issue de la lignée capétienne, pour tenter de l'assimiler en douceur. Mais rapidement, cette politique sorte à des oppositions tenaces, comme en témoigne la guerre de succession. Intimement liée à la guerre de Cent Ans, dans laquelle les Bretons ont plusieurs fois joué de la rivalité franco-anglaise, elle mène à la victoire de Jean IV de Montfort, dit le Vaillant, marquant le recul durable de l'influence française.
Elle pousse la Bretagne à jouer, sous l'égide de ses princes entre guillemets naturels, une carte politique personnelle. Depuis leur accession au trône, les Montfort ont en effet à cœur de construire un État princier de plus en plus gênant pour le roi de France. Qu'il s'agisse de littérature administrative, historique ou même de poésie, les documents de la fin du Moyen-Âge témoignent de l'émergence d'un nationalisme breton. Les auteurs tentent, parfois avec grâce, parfois au forceps, il faut le dire, de tirer une ligne droite entre les ducs et les souverains d'autrefois qui auraient régné sur l'île de Bretagne ou sur Britannia. Pareil héritage tente de distinguer les ducs parmi tous les autres princes territoriaux. Ils mettent en avant leurs qualités humaines et leurs vertus politiques, appelant en contrepartie la fidélité des Bretons. Si les ducs n'ont jamais explicitement revendiqué le titre royal, le langage de certains de leurs porte-parole à l'étranger ou de leurs partenaires politiques en disent long sur l'idée qu'ils se font de leur pouvoir. Pierre Lebeau, qui rédige 2 synthèses d'histoire de la Bretagne, nous dit à la fin du XVe siècle « Le duc était aussi bien dans son duché comme était le roi à Paris ». Le duc de Bretagne n'estime en réalité ne devoir au roi ni féauté, ni ligeance, et il exige de ses propres vassaux une obéissance à, je cite, « lui seul et contre tous ». Véritable défi à l'autorité monarchique. Ce refus s'explique par la conviction qu'ont les Montfort de tenir leur pouvoir de Dieu. Sur le terrain, cette indépendance est d'ailleurs très concrète. Le duc légifère et rend lui-même la justice sur ses quasiment 1 million d'habitants à la fin du Moyen-Âge, au sein d'un territoire qui s'étend sur 35 000 km². Il frappe monnaie d'or et d'argent qui se distingue de celle du roi. L'indépendance économique est totale, et il en va de même pour ce qui touche à la mobilisation de l'armée, à la construction ou à l'entretien des forteresses. Naturellement tournée vers l'ouest, la Bretagne se trouve au cœur des grandes routes commerciales de l'Atlantique, et là aussi ne peut être réduite à une périphérie française. Enfin, nous pouvons mentionner la diplomatie du duché. Active sur tout l'échiquier européen, elle permet à la Bretagne de maintenir des contacts directs avec le Saint-Siège et de multiplier les traités d'alliance à travers le continent, Castille, Angleterre, Portugal, même Norvège et Suède. Tous ces pouvoirs sont retirés à l'autorité de Paris dans l'ensemble du duché, de facto indépendant de la dynastie capétienne. Dans la Bretagne des XIVe et XVe siècles, on retrouve un schéma d'organisation institutionnelle commun aux monarchies centralisatrices de leur temps. Afin de garantir son indépendance, la Bretagne dispose, pour finir, d'un instrument militaire dont la modernité ne peut être mise en doute. Imitant le modèle royal, il repose sur 3 éléments. Une base permanente de professionnels de la guerre, l'ordonnance. La traditionnelle réserve de l'arrière-ban, nombreuse mais de valeur militaire réduite, fournie par les seigneurs locaux. Et enfin, les milices populaires, spécialistes des armes de trait. À ces troupes s'ajoute la garde du corps ducal, environ 200 à 300 combattants d'élite, et une bande d'artillerie pour laquelle les sérieux efforts ont été consentis. Cet intérêt porté à l'artillerie se double d'une attention particulière pour les fortifications urbaines. Et tout cela peut être en prévision d'un conflit avec la France, qu'on sait inévitable tant les lignes rouges sont franchies au fil des années. Il est indéniable que l'indépendance grandissante de ce grand-duché à l'ouest se heurte à cette volonté centralisatrice et unificatrice de la royauté française. Affaibli pendant plus d'1 siècle par la guerre de 100 ans, le pouvoir royal ressort finalement plus puissant que jamais de cette mauvaise passe. Assis sur des finances solides, il peut compter sur une armée de métiers sans équivalent en Europe.
Aussi, à partir du règne de Louis XI, qui débute en 1461, le temps n'est plus au ménagement des duchés récalcitrants. La première victime est la Bourgogne de Charles le Téméraire en 1477. Naturellement, l'attention se tourne ensuite sur la Bretagne, dangereusement isolée face aux mastodontes français. Il faut se rendre compte à quel point le pouvoir français s'est consolidé et représente désormais un adversaire bien trop fort pour le duché. Quand la Bretagne rentre quelques 500 000 livres tournois sur une année, la France royale est capable de mobiliser plus de 4 600 000 livres en année de guerre. Cette inégalité des ressources est à l'image de celle des combattants. La Bretagne peine à rémunérer régulièrement 800 lances, soit 4 000 combattants, alors que le budget royal prévoit d'en rétribuer 10 fois plus, avec une capacité d'aller chercher les mercenaires suisses redoutés et d'utiliser le parc d'artillerie encore le plus redoutable du monde. Dans la même veine, la Bretagne, par la force des choses, est un nain démographique en comparaison de la France. Elle ne compte qu'un peu plus d'1 million d'habitants, on l'a dit, contre 13 à sa rivale. Sur le plan diplomatique, malgré les efforts des dernières décennies, le duché ne pèse pas assez lourd pour entraîner des alliés puissants à ses côtés. Les Anglais, ils ont assez donné niveau combat en France, et de toute façon, ils s'entredéchirent dans la guerre des Deux Roses. Le soutien des Allemands ou Castillans reste lui limité, avec l'envoi de quelques corps combattants aux frais du duché, aggravant encore le déficit monétaire. Pire, leur amitié avec le duc est en partie liée à de vagues promesses de mariage avec la très convoitée fille du duc. Chacun pense donc en être l'heureux élu, n'améliorant pas leurs relations mutuelles. Pour couronner le tout, le rapport de force, qui s'est complètement déséquilibré en quelques années, a instillé de fortes dissensions dans la péninsule. Bien que le duché puisse compter sur la fidélité de la bourgeoisie citadine, il n'en est rien des grands seigneurs ruraux. Deux camps rivaux s'affrontent. Francophiles, qui sentent le vent tourner et qui ont des intérêts économiques à cheval entre le duché et le royaume, et les partisans de l'émancipation, dont les opinions se radicalisent. La succession du dernier duc, François II, est attribuée à sa fille Anne, faute de successeur mâle. Et la désignation passe mal chez un certain nombre de seigneurs bretons. Vous le voyez, l'air se charge, en tension à une vitesse galopante. La mort du roi de France n'y change rien. La régente Anne de Beaujeu, sa fille, se révèle une politicienne hors pair, en digne héritière de son père. Dès le mois d'octobre 1484, les grands du royaume de France reconnaissent le bien fondé des prétentions royales à la succession de François II en Bretagne par le traité de Montargis, après une grande enquête sur des anciens textes. Le futur roi, Charles VIII, devra hériter du duché. François II comprend qu'il ne pourra pas laisser son duché à sa fille sans problème et qu'il va devoir se battre de son vivant. Mais en plus des difficultés à rassembler des alliés à l'extérieur, il se confronte à cette véritable fronde d'une quasi-soixantaine de nobles bretons qui font alors appel ouvertement à Paris. Bien que les frontières du royaume soient sous tension d'une multitude d'ennemis extérieurs, Anne parvient à réunir une force d'invasion qui marche pour la Bretagne. L'armée française qui se présente face à la Bretagne est drastiquement réduite par rapport aux effectifs totaux du royaume. Elle est réduite à 15 000 hommes, afin de ne pas dégarnir les autres frontières. François II a lui réussi à réunir des hommes de tous ses alliés, et il est à la tête d'une véritable coalition. 3 000 cavaliers et 16 000 fantassins. Des Bretons, évidemment, accompagnés de Gascons, de Français, d'Anglais et d'Allemands. La supériorité numérique est réelle, mais bien des combattants sont des nobles ruraux mobilisés surtout par exigence féodale.
Leur compétence martiale n'est pas aussi affûtée que les professionnels soldés par la couronne de France. De plus, la coalition est loin d'être soudée. Les Anglais s'estiment meilleurs militaires et méprisent les Bretons, qui, eux, se méfient des Français, lesquels n'aiment guère les Gascons. Et même les chefs bretons ne constituent pas un noyau solide. Leur fidélité demeure chancelante, tant ils s'inquiètent de la faculté de leur duc à les payer si la guerre s'éternise. Sans compter que nombre d'entre eux ont déjà combattu dans les rangs de l'hoste française et ont un petit peu de remords à se battre contre leurs frères d'hier. C'est donc sur cette situation tendue que l'invasion commence. En mai-juin 1487, l'armée française pénètre le duché par 3 directions. Menées par l'artillerie, les armées réduisent les résistances jusqu'à Vannes, Saint-Malo et devant Nantes, la capitale ducale. En août, les Français pensent déjà plier l'affaire, mais la garnison de Nantes a entre-temps été renforcée de mercenaires anglais et allemands. Les défenseurs résistent et stoppent l'avancée française. En Cornouailles, la situation est pire encore. Un soulèvement de paysans contraint les troupes royales à la retraite. À l'arrivée de l'hiver, tout le monde suspend les opérations. Les Bretons sont revigorés par le retour d'un des plus grands nobles qui avait rejoint la cause française initialement, le maréchal de Rieux. Il a sûrement été choqué par le siège de Nantes, alors qu'il avait spécifié son souhait de ne pas s'en prendre à la capitale. Ce meneur d'hommes, expérimenté, est alors nommé à la tête des armées bretonnes et met à profit la saison froide pour planifier minutieusement la reprise de Vannes. Les températures commencent à peine à s'adoucir que la cité fortifiée est reprise le 3 mars 1488. Une grande partie des gains français sont perdus en quelques semaines. Mais ces derniers ne se découragent pas pour autant. L'offensive reprend en avril, sous l'égide du jeune et talentueux Louis de la Trémoille. Il utilise habilement des trêves à répétition pour prolonger les hostilités et ainsi tirer sur les finances de l'adversaire. Il pousse de plus en plus de Bretons à la désertion. Après la reprise de plusieurs places sur la frontière, il arrive devant le château de Fougères le 12 juillet. La forteresse résiste à peine une semaine face à la redoutable artillerie royale. Pendant ce temps, les chefs coalisés concentrent une armée de secours à Rennes. Le 26, alors qu'ils apprennent que Fougères est déjà tombé, ils décident de profiter de leur rassemblement pour aller défier l'armée royale directement sur le champ de bataille. C'est à Saint-Aubin-du-Cormier, à mi-chemin des deux villes, que la rencontre a lieu. L'armée coalisée, car c'est bien ce qu'elle est, compte environ 11 000 hommes. Des Bretons évidemment, des Gascons, 800 lansquenets allemands et au moins 300 archers anglais menés par Édouard Woodville. Les tensions sont très fortes entre ces différents groupes, si bien que la majorité des commandants, le duc d'Orléans, le prince d'Orange ou même Édouard, décident de combattre à pied avec les fantassins bretons pour les encourager et prouver leur loyauté à leur cause, sans faire craindre une trahison ou un abandon au pire moment. La troupe arbore la croix noire sur fond blanc. Mais le maréchal de Rieux a une idée. Il déguise 1700 de ses fantassins bretons sous la croix rouge de Saint-Georges pour les faire passer pour des fantassins anglais, combattants que les Français redoutent bien plus que les Bretons. En face, l'hoste du roi s'avance pour relever le défi. Sous le commandement de la Trémoille et de Jean de Baudricourt, maréchal de France et fils d'un des principaux compagnons de Jeanne d'Arc, l'armée française arbore la croix blanche. Elle est composée de 4000 soldats professionnels de l'armée permanente, 4000 mercenaires suisses et 2000 nobles et roturiers normands, portant l'effectif total à 10 000 hommes, à peine moins que leurs adversaires du jour. À 14 heures, les deux armées débouchent sur le champ de bataille, une grande plaine encadrée par 2 bois et un petit étang. Côté breton,
Les locaux tiennent la droite, tandis que les lansquenets allemands sont à gauche. Et entre ces deux blocs, un vaste centre rassemble des fantassins avec le duc d'Orléans et le prince d'Orange, ainsi que Woodville et ses archers. À l'avant, le commandant Rieux et Albret avec un filet de cavaliers et quelques bouches à feu. De l'autre côté de la plaine, les Français entament un duel d'artillerie. Mais ce dernier sera de courte durée. Alors qu'ils discutent encore de la marche à tenir et du dispositif, les Bretons avancent à l'assaut. En hâte, Baudricourt se place à gauche et la Trémoille au centre avec leurs fantassins précédés des cavaliers. Sur la droite, les Suisses complètent le dispositif qui se met en ordre juste à temps. Le cri de guerre « Saint-Samson » est entonné par les Bretons en l'honneur de leur saint du jour, tandis que les Français répondent « Saint-Lô, le patron d'Anjou, qui vient d'être attaché à la France. Peut-être histoire de dire « vous êtes les prochains ». La charge des Bretons est totale et elle vient s'éclater contre le dispositif français. Ces derniers font immédiatement parler leur expérience et encaissent le choc sans rompre, obligeant l'assaillant à se désorganiser dans sa charge. La Trémoille aperçoit alors une faille dans le centre breton. Il déclenche immédiatement une contre-attaque de cavaliers, bien secondée par des renforts suisses et des francs archers. L'efficacité de la coordination de ces hommes, quasiment tous des professionnels de la guerre, fait le reste. Quelques minutes seulement suffisent pour prendre un ascendant décisif. Les premiers fuyards affolent les autres et toute l'armée bretonne se débande. La poursuite qui débute va s'étendre sur plus de 12 kilomètres. Et la très grande majorité étant à pied, ils sont vite rattrapés. Aucun Allemand ni aucun Anglais ne sont épargnés et ils sont massacrés jusqu'au dernier. Et c'est là que les Bretons, qui avaient revêtu la croix anglaise, regrettent amèrement la décision de leur chef. Ils sont également tous massacrés jusqu'au dernier. Les pertes françaises sont-elles légères ? Mais il n'en est rien des coalisés, qui laissent 7000 hommes sur le terrain, plus de la moitié des effectifs de départ. L'Anglais Woodville étant dans le lot. La très grande majorité des autres combattants sont capturés, à l'image des ducs d'Orléans et d'Orange. Seuls Rieux et Albret, restés à cheval, ont pu fuir. Le premier gagne Dinan, mais le second trouve porte close devant Rennes, ultime signe des dissensions entre coalisés. La victoire est totale pour l'armée française. Vaincu militairement, François II se voit contraint de négocier. C'est la fin de ce qu'on a pu appeler la guerre folle. Les exigences françaises sont raisonnées, mais mûrement réfléchies. Le traité du Verger d'août 1488 prévoit la livraison des places fortes frontalières comme Saint-Malo ou Fougères, le renvoi des conseillers étrangers de la cour de François, mais surtout le droit de regard du roi de France et la nécessité de son consentement pour le futur mariage d'Anne, l'héritière du duché de Bretagne. Les Bretons sont mis au pas, mais pas désarmés non plus. François II songe déjà à comment il pourrait se sortir de ce pétrin, comment se venger. Mais le destin n'est pas de son côté. Il meurt d'une chute de cheval, à peine 1 mois plus tard. Immédiatement, sa très jeune héritière de 12 ans reprend le combat avec l'aide de Rieux et Albret. Mais l'espoir est très éphémère. Malgré l'image d'une Anne de Bretagne avec des sabots, comme le dit la chanson populaire, malgré l'image d'une duchesse qui lutte héroïquement pour préserver l'indépendance de sa chère Bretagne, la réalité s'impose. La Trémoille reprend à nouveau le dessus à la suite de campagnes répétées. 1487, 88, 89 et enfin 91. Violente et dévastatrice jusqu'à la chute de Nantes prise par trahison et l'investissement de Rennes. Enfin, ultime bastion d'une duchesse contrainte de se soumettre. C'est le 6 décembre 1491,
pour reboucler avec notre introduction, que Charles VIII, désormais roi à plein temps, gagne définitivement la partie. Non pas par le fil de l'épée, mais par la puissance du mariage. En épousant Anne de Bretagne, il consacre l'union de la péninsule à la France, et le contrat de mariage officialise dans ses clauses l'annexion de la Bretagne au domaine. Cette dernière sera ratifiée officiellement en 1532 par les États de Bretagne, mais la réalité est déjà là. De toute façon, l'obligation de remariage avec le successeur du roi ou le plus proche héritier de la couronne, imposée à la duchesse, au cas où Charles VIII décéderait, sans enfant mâle, signifie de toute façon clairement que la France n'entend pas renoncer facilement à sa conquête. Par la suite, malgré la grande renommée d'Anne de Bretagne, les histoires de France écrites au XVIe et XVIIe siècle ne l'évoquent guère. Elle se borne à citer sa qualité d'épouse de roi, ou alors l'utilise en symbole de l'union de la Bretagne au royaume. La page de l'indépendance est tournée. Le processus d'intégration est en marche. L'historiographie bretonne est-elle un peu différente ? Soucieux de préserver ses privilèges, comme ses prérogatives, le Parlement de Bretagne a longtemps nourri sa version de l'histoire, à travers ses propres commandes d'ouvrages. Celui de Bertrand d'Argentré en est le plus célèbre. Par une sélection habile d'événements et de pièces juridiques, l'historien breton esquisse une image promise à un bel avenir, celle d'une duchesse fermement opposée à l'annexion de sa terre au royaume. Quoi qu'il en soit, à l'heure où la civilisation européenne bascule doucement vers l'Atlantique, l'intérêt stratégique de la péninsule est considérable. Et sa position, au cœur des routes du grand commerce international, a déjà commencé de l'enrichir. Tout cela n'a pas pu échapper au roi de France. Les liens tissés avec le royaume, le ralliement quasi unanime de la noblesse, une relative autonomie laissée, parfois écornée, mais toujours maintenue au moins jusqu'à la Révolution, tout ça a fait que l'union est acceptée assez paisiblement par les Bretons. Le massacre de Saint-Aubin-du-Cormier tombant peu à peu dans l'oubli. Après la Révolution et pendant la période impériale, le désir de centralisation se heurte à une identité régionale consolidée depuis des siècles. Une quantité d'ouvrages sur la Bretagne furent publiés, qui réservaient une fois de plus à Anne une place privilégiée. Anne de Bretagne est devenue, grâce à l'historiographie bretonne, un personnage incontournable de notre imaginaire national. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur notre belle Bretagne et l'un des tournants de son histoire, le moment où son indépendance s'est effacée. N'hésitez pas à aller explorer le catalogue des éditions Phénix sur leur site, de nombreux ouvrages pourront étancher votre soif d'histoire de France ou faire un cadeau parfait pour les fêtes à venir. L'offre de Noël est là pour ça, et merci encore à eux pour le soutien à la chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et à vous dire à bientôt, et d'ici là, que l'histoire soit avec vous.